Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Regardez, la but exceptionnelle de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Welsen. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière Majid Waris face à Tchernich qui va trouver le 3e but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le Moine, pourquoi ne pas tenter sa chance. Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozog dans la surface. Frappe de Bozog et deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Taverne, épisode spécial Taverne d'Or, on va remettre les trophées de fin de saison aujourd'hui dans cet épisode. Qui sera le MVP? Le suspense est à son comble. Les vestiaires du FC Lorient bruissent de rumeurs. Tout le monde veut savoir. Eh bien, on dévoilera ça en fin d'épisode. On va commencer avant à vous parler de la défaite du FC Lorient, déjà, parce qu'on commence avec des bonnes choses. La défaite du FC Lorient face à Lens le dimanche dernier, au Moustoir. On reviendra sur le match nul frustrant à Montpellier. On parlera de Clermont. Est-ce qu'on va pouvoir finir devant Clermont? Et tout ça en très bonne compagnie avec le retour de la pépite du centre de formation de la Taverne, c'est Lucas. Salut Lucas. Belle présentation. Salut les gars. Est-ce que la réserve s'est maintenue? Est-ce que la réserve a fait le taf? On reviendra sur le scénario fou qui s'est passé un tout petit peu plus tard. Pierrot est toujours là. Salut mon Pierrot. Salut. Qui oscille entre supporter le FC Lorient et Concarneau. Concarneau montera-t-il en Ligue 2? On en parlera peut-être un tout petit peu plus tard. Ça me choque. Est-ce qu'on ferait pas la tavernette pour parler de Concarneau une fois de temps en temps l'année prochaine? Nous verrons. Et puis il a créé. Est-ce que je peux dire qu'il a créé les Bretons de Paris? Je sais plus. Les Merlus de Paris. Les Merlus de Paris. Oui, c'est une équipe de foot. Il a créé les Merlus de Paris et depuis ça gagne plus. Raphaël Lecor est avec nous. C'est exactement ça. Raph. Non, pas du tout. Combien de victoires vous avez vues ensemble au bar? Déjà au parc. Ouais, d'accord. Oui. Victoire face à Troyes. On a fait Ajaccio aussi. Non, quand même. Faut pas déconner. Ouais. Ajaccio, mais t'étais pas n'importe quoi. T'étais au Moustoir pour Ajaccio. Non, le match retour. Ah non, t'as raison. Oui, tu as raison. Oui, t'as raison. Je pense qu'au bar, t'as fait une victoire et. Non, j'ai pas fait une victoire. Non, mais j'ai pas compté. Mais on en a fait 12 en tout cas. En tout cas, une très belle association qui part sur des très, très, très bonnes bases. Ce lancement étant effectué, nous allons pouvoir revenir sur le match d'hier. Lens défaite 3-1. Et pourtant, Romain Fèvre avait ouvert le score sur une belle balle. C'était pas facile à mettre sur ce pied gauche, bien excentré. On pensait que ça pouvait le faire, on pouvait créer l'exploit. Et non, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que du coup, c'est une action. En tout cas, Fèvre y a cru jusqu'au bout, donc ça nous a permis d'être un peu à l'affût et de marquer ce premier but. Après, derrière, on a quand même énormément subi en première période. Je pense qu'on voit pas trop le jour pendant 20 à 25 minutes où on subit les assauts répétés du coup de Lens. On retrouve un petit peu ce scénario d'attaque-défense comme à l'aller. Et un petit peu aussi par phase en Coupe de France. Et puis c'est assez logiquement qu'ils reviennent, on va dire, à 1-1. Malheureusement, après, je pense une phase de jeu que Vogo ne gère pas très très bien. Il fait une relance dans l'axe avec du coup
Un contre un mal, en tout cas une gestion de la profondeur sur sa balle qui est pas terrible. On conteste à peine le ballon, deuxième ballon qui revient aux abords de la surface et du coup frappe contrée Sotoka qui est contré par Talbi et qui du coup finit au fond des filets. Je pense qu'il y avait mieux à faire en tout cas sur les côtés, soit relance courte à gauche ou en tout cas jouer plutôt sur les côtés sur ça. Et le deuxième but, malheureusement, je crois 2 ou 3 minutes après, après du coup une action qui s'est engagée sur la droite, on relance mal le ballon et Kaloulou qui nous fait une deuxième dinguerie dans la saison, puisque du coup il avait déjà fait un petit peu la boulette. Donc je trouve que ce qui est frustrant, c'est que Lens n'a pas volé sa défaite, loin de là, mais par contre on leur a donné énormément d'éléments et surtout le bâton pour se faire battre, donc c'est ça qui est un peu frustrant. Après on voit quand même qu'ils n'ont pas non plus volé leur deuxième place au championnat, donc adversaire redoutable. Avant de demander à Pierrot ce qu'il pense de la relance au pied de Yvon Vogo, je m'adresse à Lucas. Est-ce que tu penses comme Raphaël qu'on a un petit peu aidé Lens à gagner ? Oui, totalement. Il y a eu des faillites individuelles sur certaines phases en particulier. C'est quelque chose qu'on n'a pas non plus énormément vu cette saison. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup subi justement des défaites, des faits de match liés à des individualités. Et ce match-là, c'était un peu un condensé d'erreurs individuelles, que ce soit de notre côté ou même du côté de Lens, avec le premier but qui est aussi une erreur individuelle lensoise. Donc je pense que c'est très compliqué de rester dans son match quand ça s'enraye de cette façon. Malgré qu'on ait souffert, comme l'a dit Raph, pendant une demi-heure, on était mieux dans notre match. Et sur les 90 minutes, on fait un match cohérent, mais on n'a pas su les déstabiliser. Lens, qui malgré quelques absents, notamment en défense centrale, ou même on y avait notamment Fulgini sur le banc, ils sont restés hyper cohérents, très solides au milieu de terrain. Et ce qui fait qu'aussi, je trouve que l'influence de Fèvre et Le Fait a été moindre. Koné, qui a été touché parfois, mais un peu trop, qui était un peu trop excentré, trop seul. Trop isolé, ouais. Et voilà, techniquement, on a failli dans les zones de vérité. Pierrot, on va revenir sur le premier but, si tu veux bien. Toi qui aimes les gardiens qui jouent au pied, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette situation ? Je sais pas, on m'avait dit que soi-disant Mvogo était très bon en relance au pied, il y avait très peu de déchets. Oh, c'est pas Vito qui aurait perdu une balle comme ça et qui aurait pris un but derrière, quoi. N'est-ce pas, monsieur Lecor ? Attends, j'ai fait une passe décisive là sur son sujet de prédilection et il ose faire ça, c'est scandaleux. Non mais après est-ce que c'est pas un peu excuse-moi de t'interrompre, Raph, mais est-ce que c'est pas un peu le risque ? Il me semble qu'on avait déjà parlé dans un épisode en début de saison. On avait vu qu'on relançait court et on s'était pris un but un peu casquette. Il y avait une mésentente Kaloulou Vogo d'ailleurs, et on s'était dit c'est un peu la rançon du système, quoi. Il y a forcément un jour où tu rates ta passe, c'est sanction directe, quoi, derrière. Oui, après malheureusement. J'ai fait le petit screenshot au moment de sa décision. Il a quand même deux options sur les côtés. Il peut jouer sur la gauche. Il fait une relance à 40 mètres. Après, attention, le but, c'est pas de la faute de Vogo. Il y a un contest qui est raté, un deuxième ballon qui est raté, un compte défavorable. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses. Il n'a pas donné le ballon c'est pas que de la faute de Vogo, tu veux dire ? Non, c'est pas que de la faute de Vogo. Je pense qu'il y a un peu d'attentisme, un manque d'agressivité. On n'attaque pas le ballon. Pardon, on n'a pas entendu ce que tu disais. Encore une fois, les relances au pied de gardien qui servent à rien. Ouais, on va pas refaire le débat, on n'est pas d'accord là-dessus, c'est pas très grave. Par contre, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Raphaël, à l'instant. Tu disais manque d'intensité, manque d'envie. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu chez certains joueurs. Je vais te donner des noms. Ibrahima Koné, il s'est défoncé tout le match. Vraiment, on l'a vu courir, faire des courses. Romain Fèvre, ça s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, c'est du pressing haut, etc., etc. On n'a pas vu ça à l'ensemble de l'équipe, et en particulier au milieu de terrain, où tu enlèves à Bergel, il n'y avait pas grand-chose comme pressing. J'ai un souvenir où tu vois Enzo qui prend un petit pont, il est à peine en train de défendre, de presser, il se prend un petit pont, il se replace en trottinant. Innocent qui avait fait des bonnes sorties dernièrement, qui était mou. Lucas, est-ce qu'on a des joueurs qui sont déjà un petit peu en vacances, quoi ?
Je pense qu'il y a aussi le fait que, comme on l'a dit, Lens était un peu un cran au-dessus et je sais pas si c'est... Non, je pense pas que ce soit un aveu de faiblesse, mais le fait d'être peut-être un peu dépassé parce que ils gagnaient tous leurs duels, ils sont les premiers sur les ballons, donc est-ce qu'il y a un peu de frustration aussi d'être second dans les duels? Après, je pense aussi que il y a un peu un manque des réussites qui a joué dans les têtes. J'aurais cité aussi Kaloulou, qui est même en dehors de son erreur, qui depuis plusieurs semaines, je trouve, manque de jus. C'était un joueur qu'en première partie de saison, on le voyait très énergique et qui prenait énormément son couloir et ça faisait un côté droit qui était intéressant. Aujourd'hui, on voit plus du tout ça. Alors moi, je me demande si des consignes ou non, mais je pense vraiment que qu'il a baissé en intensité, baissé en niveau. Et pour Bonké Innocent, je dirais pas forcément que c'est un manque d'intensité, mais plus le fait que malgré qu'il ait fait des bonnes sorties, je pense qu'il est encore limité. Et le fait, je pense que c'est une consigne de ne pas trop presser non plus, pour pas avoir ne pas se découvrir hein, également. Raph, Ouais, moi c'est sur Bonko Innocent, je pense que du coup c'est la clé du match. C'est probablement le joueur le moins intéressant sur cette partie parce que je trouve qu'il n'a pas joué le rôle qu'il a pu jouer à Montpellier où je l'ai trouvé plus à l'aise sur ce défi physique. Là, il est passé un peu à côté de son match, a perdu quasiment tous les duels. Très peu d'influence, je trouve, dans le jeu, comme d'hab, mais surtout, en fait, pas du tout d'efficacité à la récupération non plus. Cumulé à une légère passivité de Lefebvre et à moins d'influence. Moi, j'ai vu que Lefebvre en soi. J'ai vu en effet un Koné ultra battant et un Yongwa aussi, hyper virevoltant. à Bergel aussi quand même. Oui, oui, à Bergel, mais à Bergel, on sait qu'il va être dans son intervalle d'efficacité. On sait qu'il va toujours rendre ce qu'il doit rendre. Mais ouais, enfin, moi, triste de voir Kaloulou un petit peu se tromper sur un ballon comme ça. Mais faut revenir sur une occasion qui aurait pu être le revival de Kaloulou. C'est le centre de Kaloulou pour Fèvre qui remet tout de suite à Koné qui a une occasion dingue Il doit reprendre de voler directement là. Attends, en fait, pour moi, c'est du même acabit que le ballon pour Théo Lebris qui met contre Lille, parce que c'est lui qui fait la transversale pour Théo Lebris, c'est pareil, c'est de la même qualité. Là, il envoie caviar dessus. Et d'ailleurs, c'est en début de saison Kaloulou, avant qu'il enchaîne les blessures et qu'il ait moins de temps de jeu, c'était celui qui mettait quasiment le plus de passes clés et de passes décisives au tout début du championnat. Il alimentait pas mal du coup les attaquants là-dessus. Et je trouvais que ça lui allait bien, tu vois, ce rôle de piston, d'être capable de monter, etc. C'était pas mal. Donc je trouve que c'est dommage qu'il n'arrive pas à repercer un petit peu. Et ce ballon-là, ce ballon donné à l'attaque lensoise, là, je trouve que ça parachève assez mal sa saison, alors que je trouve que c'était peut-être la révélation du début de saison. Oh, on fait des petits teasing des tavernes d'or, Raphaël. Pierrot, sur la situation de Koné, là, dont parlait Raphaël, la remise, le centre de Kalou, la transversale Kalou, remise de Fèvre, tout est bien fait. Il doit allumer directement plutôt que d'essayer de contrôler, tu penses? Ouais, après, à tête froide, en regardant un peu le ralenti, je trouve que Gradit revient très bien et que compliqué dans la situation dans laquelle il se met. Putain, un bon gardien en face. Enfin, Il la sent pas pied droit en fait. Il veut pas la jouer pied droit. Il se remet sur son pied gauche. Il a un contrôle peut-être de trop et elle est mal amenée quoi. Mais bon. Et puis Lens a quand même pas mal de réussite en plus. Alors, attention, ils sont bons, etc. Mais Koné, la balle de la tête, moi j'ai vu dedans. Hein. La tête à la 80. Avant le but du 3-1. Ouais, c'est ça. Le corner. Ouais. Elle est quasiment sur la ligne. Elle est juste à 30 cm de la ligne, quoi. Et puis il la bloque avec le genou. Enfin, c'est vraiment un arrêt improbable. C'est un arrêt un peu. C'est la réussite d'une équipe qui tout lui réussit, quoi. Tout réussit à Lens. Tu disais, Raph, tout à l'heure, ils n'ont pas volé leur deuxième place. Oui, c'est une des équipes les plus fortes qu'on ait affrontées cette saison, tu penses? Avec Marseille, du coup, globalement, c'est celle qui nous a posé le plus de soucis tactiquement, dans les duels, dans le jeu.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit avec Lucas à Régis Lebris quand on avait eu la chance de l'avoir. C'était les deux équipes où on avait eu le plus de problèmes parce qu'il y avait aussi un système particulier et surtout face à Marseille, du coup, une défense homme à homme qui avait aussi posé énormément de problèmes. Alors, ils ont moins joué sur ça, du coup, Lens. Je les ai trouvés un petit peu plus passifs, mais dès qu'ils étaient capables de presser assez haut, ils avaient un système avec 5 gars très hauts, le trident devant et 2 mecs juste derrière. Et ils avaient un système à 5 offensifs qui venait bloquer nos relances. Et ça a vraiment, ça nous a fait déjouer sur certaines séquences. Donc, Ouais. et on a repris finalement que de l'allant au 2-1 et après l'heure de jeu, on a commencé à revenir, à reprendre la possession. On a joué beaucoup plus haut en seconde période, voire 15 mètres plus haut, alors qu'on a joué très recroquevillé comme en début de saison, du coup sur le premier acte. Et sur la deuxième partie de la rencontre, on a vu qu'on était, parce que moins pressé, on a vu qu'on était plus capable de développer du jeu. On a réussi à se créer des occasions, mais voilà quoi, ça a été un peu poussif avec des occasions de loin, des frappes pas très bien ajustées. Donc à part cette tête de Koné, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de vraie occasion, je trouve, pour revenir à 2-2. Lucas, vu que Raphaël mentionnait Régis Lebris, je voulais revenir un petit peu sur les choix de Régis Lebris. Système, les remplacements en cours de match. On sent pas vraiment en tout cas en cours du match, pardon, on sent pas vraiment que ces changements ou de système ou de joueurs influent vraiment sur le match. On le sent un peu passif dernièrement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En fait, il y a deux choses. Je trouve que de match en match, en fait, les matchs se suivent mais se ressemblent pas, euh, entre guillemets. J'ai vu à Montpellier, donc certes l'opposition était différente. Moi, j'ai pas, pour rebondir sur ce que disait Raph, moi j'ai pas trouvé Lens très impressionnant, mais très discipliné et des joueurs qui sont au-dessus dans ils ont pas besoin de forcer en fait, et ils sont tellement au-dessus techniquement. Je pense déjà il y avait le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 on a affronté ce week-end. Mais pour revenir donc sur le Brice, il y a d'une part le fait que les entrants ont très peu d'impact individuellement. Il y a un groupe qui change assez fréquemment. Les joueurs qui sortent du groupe, là par exemple il y avait Aouchiche, bon, je ne sais plus la raison si il est hors du groupe en question de niveau ou non. Mais en tout cas, c'est un joueur par exemple qui est très souvent dans le groupe, là qui en sort et en fait on voit ça très souvent. Je trouve qu'il n'y a que Eman Kari qui peut avoir de l'impact en sortie de banc. Et c'est quelqu'un qui a très peu l'occasion de le montrer. Donc, certes, les changements de Lebris ont peu d'impact ces derniers temps, mais je pense qu'il n'est pas aussi aidé par la forme globale de ces 23. On avait dit en début de saison que c'était une force, qu'on avait tout de même un banc, pas forcément un banc pour jouer l'Europe, mais un banc avec des joueurs qui se valent, un groupe assez hétérogène. Mais en cette saison, ça se dilate. Du coup, je trouve que aussi le fait qu'on ait changé de système, le Brice se cherche un peu, et qu'il y a une sorte de flou en cette fin de saison. Oui, il y a des joueurs qu'on ne voit plus. Tu mentionnes Aouchiche, on ne voit plus Julien Ponceau non plus. Ça fait un petit moment qu'on les voit plus, les gars. Cette défense à 3, on les voit plus, c'est tout. Enfin, c'est un constat, oui, on les voit plus. Mais je veux dire, ça fait quand même 5 journées qu'on remet cette défense à 3 et que du coup, moi, c'est le point plutôt de Lucas sur lequel je suis pas d'accord, c'est que du coup, sur les 23, ok, mais sur la squad de 14-15 joueurs, il y a les automatismes, ils sont clairement en train de se créer. Regardez un Youngwa, comment il joue maintenant versus ce qu'il faisait il y a un petit moment. Regardez maintenant la paire Abergel-Innocent qui est reconduite depuis maintenant un petit moment. La charnière à 3, on les a jamais vus aussi à l'aise. Bon, ça n'a peut-être pas très bien fonctionné à Lens, mais concrètement, on les sent assez dominants. Kaloulou, bon, je pense que là, pas de chance pour lui. Mais cette attaque avec le fait Fèvre en soutien de l'attaquant, moins sur les ailes, plus dans l'axe, etc. C'est quand même une trouvaille qui fonctionne. Je trouve pas que ce soit idéal pour le fait. Non, non, l'animation offensive, moi je veux bien que tu dises que ça fonctionne. Non. C'est mieux qu'à une certaine époque. C'est mieux qu'à une certaine époque. Rappelez-vous des matchs. Mieux que quand on parle d'une forme de pelon aussi. Ouais, voilà, je suis d'accord avec Pierrot.
que ce soit mieux que le grand tunnel où on faisait une frappe cadrée par match. Ok. Mais Oui, mais je pense que on c'est n'était là où pas vous sur voulez ce système-là. On n'était je pas sur pense ce que système-là. c'est là où tu voulais en venir, Ah, Pierrot. mais Tu me dis si je me trompe. Ça reste quand même offensivement pauvre, Pierrot. Bah oui, clairement. Enfin, l'animation offensive, c'est balancer, c'est donner la balle à Koné et après il est tout seul pendant 5 à 10 secondes en attendant que les mecs ils reviennent sur lui. Euh, c'est ça ton animation offensive, voilà. Ou alors ta Fèvre qui part en freestyle 2-3 fois et puis ça y est, non mais enfin, c'est peut-être l'animation qui convient le mieux à l'heure actuelle. C'est pas non plus, enfin c'est pas le Pérou quoi. Oh bah, j'ai pas dit que c'était incroyable. J'ai juste dit que du coup, on commençait à roder ce système-là. Il est particulier. Mais là où on se l'était déjà dit, le problème de ce schéma tactique, c'est que du coup, il y a on monte pas, on n'est pas synchronisé dans la montée du bloc. Et je suis tout à fait d'accord avec Pierrot sur le fait que parfois, l'équipe est coupée en deux et qu'on a des temps. En fait, on a eu l'habitude de voir le FCL monter très vite et du coup se projeter très vite avec des joueurs qui étaient capables de prendre la profondeur. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc en fait, on veut jouer vite et on se rend compte qu'on est 2 contre 5. Bah, on attend que le bloc remonte et on fait plutôt des attaques placées. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Pierrot. C'est que Koné, quand il a le ballon devant, bah, on lui demande plutôt de garder la balle, de jouer avec Fèvre, le fait de faire remonter le bloc et après d'attaquer plutôt en attaque placée. Alors qu'avant, c'était tu jouais l'attaque à 2 ou à 3 et tu conclus. C'est surtout ça qui a changé, c'est qu'il n'y a plus du tout de transition au FCL. Oui, parce que tu n'as plus un numéro 9 qui peut prendre la profondeur. Ah Enfin, non. t'en as un, mais il le fait pas. Mais tu n'as plus un numéro 9 qui peut prendre la profondeur comme on avait Mofi Lucas. Moi, je voulais revenir, parce que j'étais plutôt d'accord avec ce que dit Raph. Là, on débriefe le match de Lens, qui, on l'a dit, était une très grosse opposition. Mais pour moi, le match de Montpellier, donc la semaine d'avant, pas forcément en termes de spectacle, c'est-à-dire en termes de but et d'occasion, mais en termes de jeu, je pense que moi, c'est dans mon top 3 des matchs de la saison. Parce que au niveau des sorties de balles, j'ai l'impression que c'est un de nos matchs références en termes de sorties de balles face à Montpellier. Enfin, j'ai trouvé que en plus dans un nouveau système qu'on connaît depuis quelques semaines, quelques matchs, il y a eu de vrais automatismes. On les a moins revus face à Lens parce que aussi on n'est peut-être pas en capacité d'enchaîner et qu'en fin de saison il y a une certaine irrégularité. Mais je trouve qu'il y a une vraie progression. Après, on parle de Le Fait qui est moins bon depuis ces dernières semaines. Même si on voit des automatismes, ça n'aide pas forcément parce que c'est lui qui doit être aussi le moteur de cette animation offensive. Fèvre, ça c'est le cas à Lorient, mais c'est le cas depuis le début de sa carrière. Il a du mal à être régulier sur 90 minutes. Donc ça c'est un problème physique, entre autres. Mais pour l'instant, en termes de collectif, moi je trouve que c'est cohérent. Après, en termes d'individualité, il y aura peut-être des, euh, des réglages l'année prochaine. Il y aura du turnover en attaque notamment. Mais je trouve que la base qui est construite est plutôt positive. Oui, c'est vrai que le match de Montpellier, pendant que Lucas parlait, j'y réfléchissais. C'est vrai que le match de Montpellier est un peu plus dynamique devant. On sent que, comme tu l'as dit aussi, l'opposition n'était pas la même. Raph, tu veux revenir à ce match de Montpellier peut-être Oui. Grosse clim. Il faisait pas très chaud à Montpellier. Du coup, normalement, Ça va. c'est vrai. C'était tempéré. Tiens, vu qu'on parle de météo, je fais un tout petit aparté. Bamba Dieng a expliqué que c'était compliqué Lorient parce qu'il faisait froid, du coup il a du mal à s'acclimater. Revenons donc à. Il l'a dit, c'est pas moi qui invente. Revenons donc à Montpellier. Il faisait pas très chaud, pourtant grosse clim en fin de match là. Ouais, grosse clim en fin de match. Après, je suis obligé de revenir une nouvelle fois sur ce que disait Lucas, c'est que très belle ressortie de balles, beaucoup de possession, énormément de possession, 57% sur le match, hein, à l'extérieur, c'est rare. Ouais. Par contre, d'accord avec Lucas sur le fait qu'il y a une qualité sur les transmissions qui est quasiment fait partie du top 3 de ce qu'on a vu au FCL jusque-là cette saison. Par contre, on a eu énormément de mal à ajuster la mire et à se créer de franches situations. Donc en fait, on a une possession qui est malheureusement un petit peu stérile et finalement avec beaucoup moins de possession, on s'est montré presque plus dangereux face à Lens, avec de grosses situations que face à Montpellier. Donc, et puis, on avait plutôt le match en main, je trouve. Enfin, le ballon, on avait assez peu de situations contre nous.
Je pense que du coup, on a peut-être 2 tiers des situations chaudes en seconde période, mais sauf qu'on se prend un but à la toute fin sur un corner qu'on cède sur un ballon pas du tout dangereux. Je crois que c'est Théo Lebris qui, de sa balise GPS, la met en, la met en corner. Vraiment, il la touche du dos, là. T'as l'impression qu'il a l'effleure. Et on se prend un vieux but tout pourri à la 94e minute. Ça fout un peu les boules. Mais ouais, c'est ça, en fait, hein, le FCL. Tu crois que, et en fait, non. Euh, mais, mais, Ça devrait mais être ouais. le slogan de notre podcast. Non, mais en fait, Ah, mais c'est ça. t'as toujours quelque chose, tu te dis que ouais, peut-être que, et puis bah voilà, tu rates un train et l'objectif et puis le même derrière. Donc d'ailleurs, ce qui ouvre un peu la discussion de où va finir le FC Lorient en cette fin de saison. Est-ce qu'on va finir à la place du con? Pour moi, je la définis comme la 11e place maintenant, mais voilà. Et où aurait dû finir le FC Lorient? Oula, mais ça, je pense qu'on le garde pour le Twitch de fin de saison. Ouais, enfin quand même, il y a 4 matchs, moi, qui me restent en travers de la gorge. Auxerre, Nantes, Angers, Toulouse. On fait 1 point sur 12 sur ces matchs-là. Surtout Toulouse, quoi. Ils jouaient la coupe, la Les finale. mecs, ils venaient là pour pas se blesser, pour être prêts pour la coupe. Angers, bon, c'est pas leur faire injure de dire qu'ils sont nuls à chier cette saison. Heureusement qu'il y a l'Avignon pour faire pire qu'eux, dans l'histoire de la Ligue 1. Auxerre, tu le sais que Christophe Pélissier va venir. Tu le sais qu'il est prêt. Tu le sais qu'il faut être taquet parce que tu le connais. Banane. Et Nantes, bon, bah, on voit Nantes. 1 point sur 12. On en reparlera dans le Twitch de fin de saison le mercredi. C'est mercredi? C'est le 7 juin. Mercredi, c'est Le ça. mercredi 7 juin, en direct sur Twitch, nous réaliserons un grand débrief avec peut-être la présence de Kams. Ce serait incroyable. On espère. On lui souhaite une bonne convalescence en tout cas. Il va bien, ne vous inquiétez pas. Donc le 7 juin sur Twitch, on fera un grand débrief en direct de la saison. On aura le temps d'en parler, on sera là tous ensemble 2-3 heures, on verra, ça dépend un peu de vous aussi. Où finira le FC Lorient, Pierrot? Ça passe déjà par un déplacement à Clermont. Et l'objectif, il est clair, c'est finir devant Clermont. Faut quand même pas déconner. Au vu de la saison, ce serait quand même con de finir devant Clermont, finir derrière une équipe qui a investi exactement 0 € dans son budget mercato. Ça fait mal au cul, sachant excusez-moi, sachant les investissements qu'il y a eu cet hiver au mercato chez nous. Est-ce que tu serais en train de dire que les achats du FC Lorient ne sont pas de bonne facture? Il y a beaucoup d'argent balancé par les fenêtres. J'en aurais bien pris un petit peu. On verra, on aura l'occasion. Mais non, pour revenir sérieusement, peu importe le classement final, le 8e, 9e, 10e, rendu là, vu la saison, ça devient un peu anecdotique. Maintenant, tu as l'occasion d'égaler ton record de points en gagnant les 2 derniers matchs. Qui est de 58 points en Ligue 1. Au vu de la saison, quand même si la fin est un peu gâchée, la début de saison était quand même très bien. Royal. Finir sur une bonne note et égaler le record de points en Ligue 1 sur cette saison, ça serait pas immérité et ça serait une bonne occasion de conclure cette saison, quoi. Ouais, je pense aussi. Et puis, qui dit position en championnat dit aussi droit télé supérieur, qui dit capacité peut-être aussi à attirer avec Après, l'écart bilan. en droit télé entre la 8 et la 11e. C'est quelques C'est une minutes. semaine de salaire à Adrian. Hein. Un mois de salaire d'Adrian, c'est pas c'est ça. non plus. Au moins l'année. Mais non, mais après, tu as aussi finir sur cette bonne note, c'est aussi peut-être aussi garder certains joueurs dans une dynamique de projet, etc. Si tu finis mal la saison, c'est quand même un peu moins bien. J'ai hâte de voir la négociation. Tu fais non, mais attends, tu peux pas partir, on a fini 9e. Non, mais après, peut-être pour attirer aussi, tu vois, finir 14 ou 15e versus 8e. Ah, ben oui, on est d'accord. Voilà, Ah, mais de toute façon, finir hors du top 10, pour moi, je trouve. Là, c'est vraiment, tu dis, bon, ok, c'est un échec. Oui, c'est un échec. La deuxième partie de saison est un échec. Tu as détruit le capital point et le capital dynamique. 1er août, on dit le FC Lorient finit 11e. On signe tous. Hein. Bah, bien sûr. Oui, pas de problème. 11e. Quand tu vois Nantes
Auxerre et c'est qui? C'est Strasbourg. Je préférais être Mais à la alors- place qu'à l'heure, tu vois. Mais il y a quand même un truc, c'est que les joueurs ont rapidement exprimé le fait qu'il allait se passer quelque chose assez vite. Alors c'est facile parce que les victoires se sont enchaînées assez vite dans la saison, mais assez tôt, ils étaient assez emballés par ce qui commençait à être mis en place. Donc, et les langues se sont rapidement déliées sur il y a un truc à faire, on est mobilisé, etc., etc. Donc, ils avaient senti le truc venir quand même, je trouve. Donc, déplacement à Clermont. Clermont, ancien club d'Adrien Gervitch. Je me demandais pas pourquoi. Je suis en train de meubler en cherchant le nom de l'attaquant de Clermont qui arrête pas de planter en ce moment, donc j'ai bouffé le nom. Andrich. Comment? Andrich. Ok, voilà. Donc, oui, bah, du coup, j'aurais pu chercher longtemps. Je l'avais pas. Clermont, comme tu l'as dit, Pierrot, plus petit budget du championnat, qui a pas vraiment investi dans un mercato. Clermont qui fait quand même une saison, c'est extraordinaire ce qui leur arrive. Plus petit budget du championnat et tu te maintiens tranquille comme ça, c'est quand même beau. Mais ouais, ce serait assez dommage de finir derrière eux. Donc déplacement à Clermont, puis réception de Strasbourg, qui, Lucas, devrait être maintenu à la dernière journée probablement. Oui, ça devrait se jouer entre Nantes et Auxerre cette fin de saison. Oh, ils sont Ça maintenus, aurait pu être ça. Strasbourg. Non. Ils ont 6 points d'avance et 15 000 buts d'avance en différence de but. T'es sûr de ton coup là? Ouais, J'ai un certain. pop-up devant mon classement de la Ligue 1 là, je peux pas l'ouvrir. Ok, c'est bon. Strasbourg, oui. Ouais, pardon, il faudrait que oui. Ouais, mais bon, ça peut aller vite, hein, 11 buts. Ils vont arriver chez nous, ils seront maintenus. Largement. Donc, ouais, ce sera un match sans enjeu. On en parlait il y a quelques semaines. On s'attendait à un match où il y aurait plutôt du piquant et un certain enjeu. Je pense que ça aurait été intéressant pour un dernier match de la saison, puisque la saison dernière, on se rappelle de ce Lorient-Strasbourg un partout Magnifique. qui était voilà. Donc, j'espère pas le même match en fin de saison. Voilà. Tu Il y l'auras. aura moins d'arrangements cette année, on va dire. Déjà, ça va faire tourner un peu l'effectif, je pense. Ah, il y a Puis, possibilité. ce sera l'occasion de dire au revoir à certains joueurs au Moustoir. On pense à Enzo Lefebvre, donc s'il n'est pas déjà parti, c'est pour bientôt. Qui est-ce qui pourrait dire au revoir face à Strasbourg Moi, je pensais encore? que tu parlais de Kevin Gamero, mais. Kevin Gamero. Oui, bien c'est vu. vrai. D'ailleurs, on a oublié de signaler, Lucas, que Alexis Claude Maurice est revenu au Moustoir sous le corps de lance week-end. Totalement. Rentré en jeu, j'étais très heureux quand il est rentré en jeu. Il a pas eu son ovation méritée, mais Et il est à T'as l'origine du signé troisième un but. maillot si je dis pas de dédicacé, je crois, Lucas, non? C'est pas ça? Non, j'ai pas encore reçu. Il doit donc, être en pour transit. revenir à notre match de Strasbourg, l'occasion de dire au revoir à Enzo Lefebvre. Peut-être Laurent Abergel qui a annoncé du côté du Maccabi, je sais plus quoi là-bas, Tel Aviv ou Haïfa, je sais plus. Bon, ça sent quand même la rumeur à 2 balles. Hein. Qui est-ce qu'on pourrait ne plus voir sous le maillot du FC Lorient? Stéphane Diarra qui a annoncé en Ligue 2. Mais on pourrait peut-être ne pas le voir complètement du coup face à Strasbourg. Vous en voyez d'autres là qui faudrait dire au revoir ce jour-là? Bah, Polersbeck. Talbik, oui, bah Polersbeck, évidemment. Qui pourrait peut-être jouer le dernier match? Allez savoir. Oh. Si tu fais jouer C'est un le dernier gardien, match. pour faire plaisir, tu fais jouer Bartouche. Ouais. Clairement, J'aimerais bien. ouais. Ah, On j'aimerais verrait bien. Ah, plus donc Bartouche. Ouais, j'aimerais bien. Oui, donc Talbi. Oh, Lucas. Dis Ouais, pas Non, des mais il choses comme prendrait ça. des offres. Il va recevoir des offres, Talbi, c'est sûr. Ah, vous imaginez Et ta vie. Fèvre. Romain Fèvre. Et Romain Fèvre, Oui, Romain Fèvre, en Parce effet. que là, pour le coup, il y a une équation économique qui risque d'être plus compliquée à résoudre. Alors, bon, Romain Fèvre, vous le signez, vous, si vous pouvez? On n'a pas les sous, hein, je pense que le payer le salaire à Romain, c'est Moi, compliqué. j'avais Mais, déjà dit au dernier épisode, oui, mais en prêt, parce qu'on n'a pas les sous pour l'acheter définitivement, mais je pense que ça sera compliqué de le garder en prêt. Ouais. On est d'accord. Sans folie. Donc, ce dernier match, ce sera contre Strasbourg au Moustoir, et juste avant, déplacement à Clermont avec l'objectif de finir devant Clermont, et surtout, Pierrot, devant Nice. Bah, ça serait un très très beau pied de nez de finir devant Nice qui a investi 30 millions pour prendre notre meilleur attaquant. Qui pour veut finir le derrière coach. nous. Et qui fait les yeux doux. Oui. Club de mercenaires, ce serait plutôt pas mal de finir devant eux. Après, seule déception de cette fin de saison pour moi, c'est d'avoir perdu le bâton de Bourbotte. Oui. Clairement.
Et oui, bâton de ne Bourbotte. pas finir la saison avec, c'est une immense déception. Le bâton de Bourbotte, c'est donc ce trophée fictif qui donc là maintenant c'est le RC Lens qui détient le bâton de Bourbotte et la prochaine équipe qui battra Lens détiendra à nouveau ce bâton. Nous on peut plus l'avoir. Enfin je connais pas le calendrier de Lens, mais je pense pas qu'il joue pas Strasbourg le prochain match, donc c'est bon. On ne peut plus avoir le bâton de Bourbotte. C'est vrai que ça aurait été un beau challenge. Je pense pas qu'il y avait une prime dans les contrats pour le bâton de Bourbotte par contre. Je suis pas sûr que ça motive jamais. tout le monde. Bon bref, une fin de saison, on va pas se mentir, qui est pas non plus. On essaie de la vendre comme on peut, mais il n'y a pas non plus un très très grand intérêt. 2 matchs qui vont pas être forcément très passionnants. Enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt sportif. Quoi. Donc si on pouvait finir 8e, on serait quand même tous contents. Et on pourrait dire que c'est une bonne saison. Oui. Ouais. Non, bah oui. Bon, passons au Taverne d'Or. Allez. Ou un petit prono avant pour Clermont. Allez, un petit prono. Lucas. 2 buts. Ouh. Ok. Ah ouais. Ce serait bien qu'on marque 2 buts, ça fait longtemps. 1-1. Match. Ah ouais, oui, d'accord, vous êtes pessimiste tout le monde là. Pierrot 2-1 Lorient. Ouais, je suis d'accord avec Pierrot. 2-1. 2-1 avec un but en fin de match, histoire de mettre un peu d'émotion, parce qu'on a besoin d'émotion. Voilà, les pronostics de la Taverne. Et n'oubliez pas, on ne le rappelle pas assez souvent, mais n'oubliez pas d'aller pronostiquer sur la page Twitter de l'Orienté du Sud, même si la première place semble destinée à Raphaël Lecor. Félicitations Raphaël. Tu gagnes quoi cette année si tu gagnes ? Alors c'est pas fait, hein. Attends, il y a le deuxième qui peut encore me... Oui, mais on sait ce que tu vas faire. Tu vas attendre qu'il pronostique et tu copies ses pronos et basta. T'as juste à copier son pronostic pour gagner. Bah oui, c'est les limites du système. Ce que je ne fais pas, puisque du coup j'ai perdu des points face Don't à... hate the player, hate the game. T'aurais bien raison de le faire. Passons au Taverne d'Or. Ces trophées que la France du football nous envie. 1, 2, 3, 4 catégories seulement ? Oui, 4 catégories cette saison. Puisque nous avions le flop de la saison, la révélation de la saison, le match de la saison, le MIP, donc c'est bien 5 catégories, la meilleure progression de la saison. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté sur mes petites fiches, et le MVP de la saison. Alors, ce que je vous propose, messieurs, c'est de commencer tout de suite par le trophée peut-être le moins, qui fait moins vibrer les foules, celui du flop de la saison. Nous avions nominé, je rappelle pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous pouviez voter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Vous aviez donc une voix, le public avait une voix, nos auditeurs avaient une voix, et pour tous les trophées, sauf celui de MVP, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, chaque membre de la Taverne a également une voix, même Gams, qui n'a pas rempli son bulletin de vote, mais qui est avec nous. Donc pour le flop de la saison, nous avions 3 nommés. Nous avions Stéphane Diarra, nous avions Bamba Dieng et nous avions la pelouse. Vous avez voté dans les réseaux sociaux à une majorité, on ne dirait pas immense, une majorité tout à fait acceptable. Stéphane Diarra, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Ça fait donc une voix pour Stéphane Diarra, flop de la saison. Pour ma part, messieurs, je vais voter pour la pelouse, qui a été une catastrophe du début à la fin. On se rappelle du match de Lyon. Je suis rarement au Moustoir, elle m'a privé d'un match au Moustoir, donc rien que pour ça, flop. On se rappelle de l'état de la pelouse au cœur de l'hiver, c'était une catastrophe. Certains diraient même qu'on a perdu des points à cause de la pelouse. Et je pense qu'elle a coûté plus de points que Stéphane Diarra. Du coup, je vote pour la pelouse, qui fait une voix pelouse, une voix Diarra. Raph. Et je te suis sur la pelouse. J'ai vu beaucoup trop de joueurs perdre leurs appuis, glisser, etc. et attenter au jeu. Attenter au jeu, c'est magnifique. Ça fait 2 voix pour la pelouse, une voix pour Stéphane Diarra. Pierrot. Moi, je vais voter Bamba Dieng. Tu veux développer un peu, justifier ton vote ? 10 millions pour 2 malheureux buts pour un joueur qui devait changer notre attaque. Plus le fait qu'il nous a baisé le 31 août en ne signant pas chez nous, en allant ailleurs au dernier moment pour venir la queue entre les jambes. Pour moi, c'est mon flop de la saison. Ouais, mais ça fait un Ferry Time 5 d'exception. C'est vrai, rien que pour ça. Et Bamba Dieng qui s'est fait une petite entorse de la cheville contre Lens en U7. Bonne récupération, prends ton temps pour revenir. Non, je dis pas. Alors oui, quand je l'ai dit, je me suis dit, ça fait vraiment le connard qui veut pas le voir. Pas du tout. Prends ton temps pour revenir, soigne-toi bien. L'important, c'est d'être en forme en août. C'est pas d'être en forme pour Clermont, on s'en fout. D'accord ? J'ai conscience que mes propos peuvent être interprétés autrement, mais
Je vous le dis, en ce moment, bébé il fait ses nuits, du coup, je ne suis qu'amour et gentillesse. En ce moment. Donc, bref, on continue. Lucas, Stéphane Dira. Stéphane Diarras qui nous fait un tiebreaker et Kams nous avait transmis son vote. Raphaël, tu as le vote de Kams. Oui, qui précise spécifiquement Diarra sur la pelouse. Diarra sur la pelouse, ça nous fait donc une triple égalité. Oui, on magouille un petit peu, il n'y a pas de problème. Et le tiebreaker, dans ce cas, c'est que nous avons le vote C'est le du président. président du FC Lorient, Loïc Ferry, qui a voté sur les réseaux sociaux. Et Je nous pensais avons que son c'était vote. notre président, Pierrot. Non, il vote direct, il ne veut pas tie-breaker. Et le président Loïc Ferry a voté sur Instagram. Stéphane Diarra. Non, je plaisante. Je plaisante. Le président Loïc Ferry a voté pour la pelouse. Est-ce que vous êtes d'accord pour utiliser ça comme tiebreaker et lire la pelouse flop de la saison? S'il la change et qu'il permet à Concarneau de jouer au moustoir, je dis oui. Non, mais alors on fait vraiment des petites. On s'écarte du sujet, des digressions, merci. C'est quoi cette idée de faire venir jouer Concarneau sur notre pelouse qui est déjà pas bonne? Pour la J'aime changer. bien Concarneau, total respect ce qui se passe avec ce club, amitié, tout ça là. Et c'est bon, trouvez-vous un stade, les gars, quoi. Oui, Pierrot, ça fait des sous pour je sais pas qui, ils veulent payer une partie de loyer, c'est ça, Pierrot? Ouais, s'ils viennent, ils payent le loyer plus un pourcentage de la réfection de la pelouse. Donc, bon. C'est normal. En gros, ça arrange Concarneau et la ville de Lorient et pas le FC Lorient. Si tu veux. Ouais, c'est ça. Bref, du coup, est-ce que vous validez la pelouse comme flop de la saison, monsieur? Oui. Oui. Bon, et ben la pelouse est élue flop de la saison. Bravo à elle. On espère un départ très rapide au mercato. On passe à la révélation de la saison. Oui. Cette fois-ci, il y avait 4 nominés. Laissez-moi retrouver. Nommés, pardon. Nous avions Théo Lebrise. On se rappelle son but contre Lille, fantastique. Babo Meïté qui a su prendre la relève de Julien Laporte avec brio. Julien Ponceau qui fait une première partie de saison vraiment épatante, de retour de près de Nîmes, qui va aller loin dans le national, et Montassar Talbi, que personne ne connaissait à son arrivée. Rappelez-vous, quand on avait appris son arrivée, on se demandait mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui nous sort de nulle part, et très, très, très bonne trouvaille. Ça a été serré sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, mais c'est quand même Bamo Meïté qui l'emporte. Donc ça fait une voix pour Bamo Meïté, peut-être parce que le public a voté Montassar Talbi pour autre chose, qui sait. Une voix pour Bamo Meïté. Je rejoins le public et je vote également pour Bamo. Ça fait 2 voix pour Bamo Meïté. Lucas? Bamo Meïté. 3 voix pour Bamo Meïté. Raph? Pareil, Bamo Meïté. Et toi, Pierrot? À l'unanimité, Bamo Meïté. Et oui, puisque Kams a également voté pour Bamo Meïté. Ça fait donc un trophée remis à l'unanimité de la révélation de la saison pour Bamo Meïté. C'est mérité, même si Montassar Talbi, mais peut-être qu'il était même tellement fort qu'il ne peut pas être que révélation de la saison. Rappelez-vous, messieurs, Ferry Time du mois de janvier, là, on se dit, attention, on n'a que Talbi et Laporte en défense centrale, plus le gars là sur le banc dont personne ne connaît, Bamo Meïté. On lâche Matsima. On lâche Matsima, on le lâche, non, il repart à Monaco. Compris, voilà. Attention, si un central se blesse, il ne faut pas qu'un central se blesse. Bon, match suivant, qu'est-ce qui se passe? Reims. Julien Laporte se blesse. Voilà. Out pour le reste de la saison, presque. Vraiment 24 heures après. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Chat noir. Et on se retrouve avec Bamo Meïté, là, on se dit, bon, bah, on verra bien, quoi. Et en fait, il fait le taf, quoi, Pierrot. Bah, plus que le taf, parce que tu regardes sa demi-saison. Alors, j'ai aucune statistique ni rien. Mais dans le jeu, clairement, le gars est arrivé en patron de la défense. Et c'est là qu'on se dit, bah putain, c'est dommage de ne pas l'avoir vu avant, au lieu de voir jouer l'autre grande tige de Matsima qui était nul chez nous, il faut dire ce qui est. Oui. Zéro. Souviens-toi. À 1m96, il saute pas, c'est compliqué, quoi. T'as préféré Petro à une certaine époque, rappelle-toi, quand même. Ouais, mais l'année dernière, c'était l'année dernière, je parle de juste cette année. Tu fais jouer un joueur qui était nul et derrière, en fait, tu te dis, bah, en fait, t'avais une pépite derrière et tu le faisais pas jouer. Du coup, bah, c'est malheureux pour Laporte, sa blessure, mais d'un autre côté, on a gagné un défenseur jeune et fiable
pour les années à venir. Et c'est aussi grâce à ça que le Brise est à l'aise avec ce nouveau système. Sinon, il n'aurait jamais vu le jour. Exactement. Pardon, excuse-moi, je pensais que tu allais développer. J'étais perdu dans mes pensées pour remettre le prochain trophée, qui est le trophée du match de la saison. Vous aviez 4 propositions. Vous pouviez voter pour le Lorient-Lille. Alors, j'ai plus les dates. Vous m'excusez, j'ai pas noté les dates. Lorient-Lille, match aller. Et le but splendide de Théo Le Brise. Lorient-Lyon, masterclass du FC Lorient. PSG Lorient, 3-1 au parc, le but d'Mbappé, qui rentre un peu dans la légende du FC Lorient, hein, le but de Racro, dans la légende à l'envers. Et puis ce 3-1 tout en maîtrise face au PSG. Et évidemment, le derby à Brest, victoire à Brest, ça fait toujours plaisir. Le public a voté dans son immense majorité pour PSG Lorient. Donc ça fait donc une voix pour ce match-là. Est-ce que vous suivez, messieurs, le public sur ce coup-là? Raph, pardon. Malgré ma présence dans le parcage au parc, du coup, j'ai pas choisi le Paris Saint-Germain. Enfin, j'ai pas choisi ce match-là parce que j'ai vraiment hurlé sur le but de Théo Le Brise face à Lille. C'était, je pense, le point d'orgue, je pense, en termes d'émotion, je trouve, sur cette saison. Donc ça fait une voix pour PSG Lorient et une voix pour Lorient-Lille. Lucas? Je rejoins Raphaël sur le terme d'émotion et le scénario du match, et donc je choisis Lorient-Lille. Pierrot? Au jeu de blanc. Pierrot qui voulait mettre Auxerre-Lorient, c'est ça? Exactement. Après, c'est le jeu, hein, les nommés, il peut y en avoir que 4. Donc, mais oui, c'est vrai, on aurait pu mettre Auxerre-Lorient. Je pense qu'il y a quelques autres matchs qu'on aurait pu éventuellement mettre, surtout en première partie de saison. Il aurait mis Red Star Concarneau, je pense. Ouais, c'est ça. Je vote également pour Lille-Lorient. Puis Lucas, ce but de Théo, déjà, il est magnifique. Et puis Théo n'est plus le neveu de Régis, c'est Théo. Totalement. Malgré que Prime Video n'a cessé de répéter dans la saison que c'était le neveu de Régis Le Bris et n'a cessé de répéter l'anecdote. Mais voilà, faut que ce soit le joueur. Le joueur, il n'est pas là parce que qu'il est dans sa famille, mais parce que il a du talent. Et le tube de l'été est devenu tube de l'automne. Ah, ça, j'en pouvais plus. C'était horrible en début de saison, là. Heureusement qu'on n'ait pas été le tube de l'hiver, ils auraient continué, ça aurait été pénible. Donc c'est Lille-Lorient, début de saison, qui est élu match de la saison. Attention, on s'approche des trophées les plus importants. On passe à la meilleure progression. Meilleure progression, c'est un trophée qui salue les joueurs qui ont passé un cap dans leur jeu, dans leur influence sur le jeu du FC Lorient, etc. Nous avions nommé 4 joueurs, laissez-moi retrouver. Ibra Koné, qui assure plutôt pas mal la relève Terem Moffi, même si c'est difficile, on ne peut pas les comparer. Julien Laporte. Alors Julien, il a pas trop, ça l'a fait marrer qu'on le nomme là-dedans. Ça l'a fait marrer, mais il a voté pour lui. Donc à la limite, il valide. Hein. Enzo Lefebvre, sa première partie de saison, c'est quand même un régal. Après, bon, une fois qu'il a dit qu'il partait, c'était fini, quoi. Mais quand même, énorme Enzo Lefebvre en début de saison. Et Julien Ponceau, moi le premier, hein, je croyais pas trop. Julien Ponceau, son passif aidait pas, faut dire. Mais tout porte à croire que le prêt à Nîmes a porté ses fruits, puisque Julien Ponceau, pareil, début de saison, vraiment très intéressant. Il marque contre Ajaccio, d'ailleurs, en février. Et je crois qu'il met un deuxième but. Il doit être à 5-6 passes dans la saison. Donc voilà, même s'il a disparu là sur cette fin de saison, on en parlait tout à l'heure. Le public a voté en majorité. Ça s'est battu entre Ibra Koné et Enzo Lefebvre, en fait, sur ce vote. Mais que ce soit sur Internet, sur Instagram ou sur Twitter, c'est Enzo Lefebvre qui l'emporte. Il fait une voix pour Enzo. Raph, tu votes pour Enzo Lefebvre. Pour Enzo Lefebvre, oui. Pour une raison assez simple, c'est que ça sera difficile de retrouver un joueur aussi polyvalent, capable de si bien défendre que d'attaquer, d'être habile à la passe, à la frappe. S'il pouvait tirer un tout petit peu mieux les corners, ce serait super. Mais sinon, globalement, la palette est vraiment impressionnante. Et je trouve que du coup, c'est le joueur qui a fait probablement la saison la plus
abouti par rapport à ses qualités. Et il y a une vraie progression sur beaucoup de domaines et beaucoup plus de constance. C'est ce qu'on lui reprochait la saison dernière. Pierrot, de ton côté, qui est ta meilleure progression? Laporte. Julien Laporte, en effet, qui passe quand même a passé un sacré cap hein, avec quand il a formé sa charnière avec Talbi, et qui a été impressionnant jusqu'à sa blessure à Reims, malheureusement. Dieu seul sait où il aurait pu arriver. Donc ça fait une voix pour Julien Laporte, 2 voix pour Enzo. De mon côté, je vais également voter pour Enzo Lefebvre. Je trouve que par rapport à l'an dernier, il a quand même pris du volume, de l'épaisseur, plus de responsabilité. Ce qui est dommage, c'est l'irrégularité de sa saison, mais quand même très belle progression. Lucas, je te laisse le dernier mot. Grand suspense, Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre qui est élu Most Improved Player, MIP de cette saison, meilleure progression. Lucas d'ailleurs, on va remettre un autre trophée, alors c'est un peu plus officieux, comme si les nôtres étaient vraiment officiels d'ailleurs, un peu plus officieux à Enzo Lefebvre. Oui, c'est dans les petits papiers, c'est le Carlier d'or, voilà, un trophée qui voit le jour cette année. Non, il a été remis l'an dernier. Déjà à Enzo. Meilleur joueur issu du centre de formation, on l'avait appelé le trophée Fabien Robert. Oui, c'est ça, mais voilà, cette année, on a innové avec un nom qui correspond plus. Un trophée d'honneur. D'accord. On lui a pas remis le trophée du meilleur joueur sur Twitter d'ailleurs, il me semble, mais bon, peut-être l'année prochaine, on verra si on crée le trophée à Enzo Lefebvre. Bref, Enzo Lefebvre, meilleure progression, et Carlier d'or 2023, bravo à lui. Il est temps de passer à notre MVP. Alors, cette année, on a essayé d'innover, on a copié les plus grandes ligues du monde, et on est parti poser la question aux journalistes qui suivent le FC Lorient en temps réel. Ces journalistes ont donc une voix chacun. Vous, le public, vous en avez une, vous avez voté, on verra ça plus tard, et nous, la taverne, on a une seule voix pour toute la taverne. On commence par la liste des journalistes. Je ne sais pas si quelqu'un a la liste sous les yeux, comme ça, moi je vous donne le journaliste, vous me dites ce qu'il a voté. Vous allez voir, il n'y a pas trop de surprises. Dans tous les sens du terme, il n'y a pas vraiment de surprise. Je commence, si vous voulez, pendant que Raphaël retrouve sa liste, avec nos amis de Radio Bonheur. Grosse pensée pour eux, c'est bientôt la fin du foot sur Radio Bonheur. On leur souhaite le meilleur. On espère que Gaëtan Pinel et j'ai envie de dire Pierre-Henri Dufay. C'est ça ? C'est ça, je crois. Pierre-Henri Dufay retrouvent un taf assez rapidement. En tout cas, on pense à eux. Gaëtan Pinel et Pierre-Henri Dufay ont voté tous les deux pour Talbi. Montassar Talbi. Ensuite, on a posé la question à nos amis de l'équipe. Et ouais, mais on est bien connectés. Et vous avez halluciné de la fin. On est bien connectés. Le Dors et Flavien. Le Dors, c'est Franck ? En Flavien Trésarieux. Oui, non, le Dors, c'est Franck. Franck, ouais. Franck Le Dors. Et Flavien Trésarieux, qui eux ont tous les deux voté pour Enzo Lefebvre. Pour Enzo Lefebvre, mais ils ont eu la gentillesse. Enfin, mais pourquoi je dis mais moi pour Enzo Lefebvre, et ils ont eu la gentillesse de justifier ce vote. Je me permets de lire leur justification. Ils ont été impressionnés par la première saison de Talbi, qu'ils ne connaissaient pas avant leur signature. Il a été performant, il m'a été, etc. Abergel, bon, il nous parle de pour qui il aurait voté, mais il répond en votant Enzo Lefebvre, qui a vraiment progressé cette saison. Bah, bien vu, puisqu'on a remis ce trophée à Enzo. Il n'a pas toujours été aussi régulier, mais son début de saison est à un niveau encore jamais vu chez lui. Et si tu l'enlèves de l'équipe, tu perds le meilleur joueur dans les duels au sol du championnat, une stat qu'on oublie trop souvent. Et clairement, ton créateur, moins en vue ces dernières semaines dans une équipe qui a perdu son équilibre à la mi-saison. Mais il ne retiendra pas ça de sa saison parfois brillante. Vraie capacité à faire vaciller les blocs adverses par ses passes ou ses décalages. Quelques buts mémorables, à mon sens. Il mérite d'être primé pour sa dernière saison dans le club de chez lui. On n'est pas forcément d'accord avec cette analyse à la taverne, mais elle a le mérite d'exister et il y a des arguments qui font mouche, Lucas. Oui, totalement. Je pense que c'est la concurrence aussi qui fait que voilà, on a des avis qui divergent. Mais moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il ait progressé. On va échanger là-dessus. Il y a peut-être eu des joueurs qui ont une consistance plus importante sur toute la saison. Et voilà, une emprise peut-être pas une emprise sur le collectif, parce que c'était assez similaire, mais plus voilà, une constance sur la saison, moi, que j'ai trouvé qui a pu différer avec Enzo. Nous passons chez nos amis de Ouest France. Baptiste Cognier a voté pour, Raphaël. Talbi.
Arnaud Huchet a voté pour Talbi. West France qu'on salue, nos amis de chez West France. On est donc allé aussi poser la question au Telegram, pas de favoritisme chez nous. Dominique Morvan, qui A on voté a eu également le pour plaisir d'accueillir Talbi. dans un épisode cette saison, qui était venu nous écouter pour faire un Il article. nous avait scouté. Il nous avait scouté. C'était cette saison? Non, c'est la saison dernière. La saison dernière, La ouais, saison vous avez dernière sur un écouté, but j'avais pas de. participé. C'est pas sur un but de Soumano? Quand Soumano marque, je sais plus quoi, on avait fait des vannes. Peut-être. Je sais plus ce que c'était. Bref, c'est pas grave. On le salue. Dominique Morvan qui a voté pour Talbi également. Pour Montassar Talbi. Arnaud Le Sauce n'a pas eu l'occasion de nous répondre. Malheureusement, on pense à lui. France Bleu, chez qui on a l'occasion d'être invité régulièrement pour parler foot. Chez Greg Robin, dans son émission 100% Foot Braise sur France Bleu Brésil et France Bleu Armorique. Greg Robin qui a voté également pour Talbi. Pour Talbi. Et puis, cherry on the cake, on a posé la question à Beansport. Et c'est Florian Janton, frère d'eux et grand supporter du FC Lorient, qui nous a répondu que pour lui, son MVP, c'était Montassar Talbi. Montassar Talbi. Ça fait donc beaucoup de voix pour Montassar Talbi. Du côté de la Tavarne, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Pardon, le public, vous avez voté pour Montassar Talbi en majorité. Du côté de la Tavarne, on ne fait pas monter la sauce plus longtemps. Raph, tu as voté pour Talbi. Pierrot. Talbi aussi. Lucas. Talbi. Kams a voté pour Vincent Le Goff. Et moi, j'ai voté pour Talbi. Ça fait donc une voix en plus pour Talbi. Bref, c'est un raz-de-marée pour Montassar Talbi, Raph, qui a été le taulier de la saison. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ouais, du début à la fin. Moi, je pense que ce qui s'est passé aussi au début de la saison, c'est qu'on a construit nos victoires par une grosse défense, une grosse assise défensive, et il a tout de suite été en lumière pour plusieurs raisons. Une, sa capacité à lire l'attaque adverse et à être très propre sur l'attaquant. Dans le jeu aérien monstrueux, vraiment probablement un des joueurs les plus à l'aise dans le domaine aérien qu'on ait eu. Et 3, cette capacité à être très calme dans les ressorties et à jouer ras de terre, au sol, et à distribuer, on va dire, là-dessus. Bon, et le dernier point, c'est sa combativité et la masterclass du coup face à Brest, avec une photo qui restera probablement légendaire. Donc tout ça font qu'il n'y a pas de débat, et c'est énormément de cohérence et de consistance dans la performance. Est-ce qu'il y a eu un match où on s'est dit il est passé à côté? Franchement, pas beaucoup, voire jamais. Donc, haut la main pour moi cette saison. Je milite pour qu'il ait sa chanson au Moustoir sur l'air de Oh Macumba, Macumba, mais Oh Montassar, Montassar. Il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Peut-être. Je crois que Pierrot a enregistré un single dessus. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se la passer dans le Twitch en direct? Allez, si Celle vous de nous la notre demandez, président. si vous nous le demandez gentiment, on le passera en direct dans le Twitch. Si c'est faisable aussi techniquement. Lucas, ouais, Montassar Talbi, quand il a signé chez nous, personne ne le connaissait, il faut être honnête. Sauf s'il y a des grands experts du football tunisien ou russe, c'est au choix. Mais on aimerait bien le voir rester quand même. C'est ça, en fait. Déjà quand il est arrivé, c'était un joueur qui avait eu des saisons un peu compliquées. Enfin, il n'avait pas joué des saisons entières, pas forcément de son plein gré, parfois de sa faute. Donc on avait quelques doutes, et au final, c'est un vrai patron. Alors bien sûr, on espère qu'il reste, parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'il a, tellement il est stratosphérique à chaque match. C'est devenu un peu naturel. Comme quoi, par exemple, on n'y a pas forcément pensé pour la meilleure progression de la saison, tellement il a été très très fort dès le début. Donc pour nous, en fait, on s'est habitué à ce niveau d'exigence défensive qu'on a assez rarement eu. Enfin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une très très bonne défense, très complète. Donc j'espère vraiment qu'on va tout faire pour lui donner envie de rester. Pierrot, dans le panthéon des défenseurs centraux du FC Lorient, tu le mets où? Sur une échelle de 0 à Koscielny, Difficile, mais difficile. Parce que ça fait un peu culture de l'instant, mais je pense qu'on a envie de dire numéro 1. C'est Après, compliqué, hein. Il y a débat. Hein. Enfin, il est au moins top 2, je pense. Enfin, avec Koscielny? Ouais. Je pense pas trop sur ça, mais... Koscielny, il a fait one and done aussi. Hein. Il a fait une saison, il est parti. Donc, s'il arrivait à faire 2 saisons de ce niveau-là chez nous, faut pas rêver. 3 saisons, il ne les fera pas. Après, il y a non seulement il a été fort,
Mais faut pas oublier aussi que si Laporte il step up à côté de lui cette saison, que Meïté arrive en pleine confiance et que ça fonctionne cette saison avec lui, enfin voilà, les mecs qu'on joue autour de lui, on a vu leur niveau augmenter aussi, et donc c'est pas anodin. Est-ce que Donc, tu as vu Le Goff, le serein comme jamais à côté de Talbi? T'as l'impression qu'il a joué tout le temps à ce poste. Non. C'est un autre joueur. Non seulement lui est très fort, et en plus il fait progresser les joueurs autour de lui. Donc pour moi, c'est indiscutable. Il y a quelques moments marquants dans la saison quand même. Je pense à son but j'ai oublié, c'est contre Rennes. Ouais. De la tête là, rageur. Son attitude dans le derby à la maison contre Brest. T'as l'impression qu'il joue, le classico. Il est vraiment dans son match. Il est dedans, ouais. Il est venu pour arracher du Brest. Il est vraiment à fond. Il y a ce tacle là dont tu parles, mais il y a aussi plusieurs interventions défensives qui célèbrent, comme en début de saison. On en avait parlé dans le dernier épisode d'ailleurs. Comme en début de saison où les mecs célèbrent entre eux, et c'est lui qui est vraiment moteur de ça, j'ai l'impression. Et puis Montassar Talbi a eu le plaisir, la gentillesse de nous accorder une interview en début de saison. C'est pour ça qu'on vote pour lui, je crois. C'était prévu dans le deal. La saison d'avant, c'était Abergel qui avait fait l'interview, il a eu le trophée. Donc, Laporte n'a pas eu le trophée, tiens, par contre. Puis la stat d'un peu de zinzin, le mec qui est défenseur central, il a pris aucun carton jaune cette saison, quoi. Ouais. On arrive à la 38e journée, le gars a pris aucun carton jaune. En fait, c'est un mec qui a rien à foutre. En vrai, il a rien à foutre chez nous. Il est beaucoup trop fort pour Lorient. Non, mais il est beaucoup trop fort pour Lorient. On est d'accord, Lucas? Oui. Donc, si on arrive à le garder, ce serait, pour moi, ce serait la meilleure nouvelle du mercato, en fait. Je vais pas, tu vois. Mais t'as tout à fait raison. L'objectif du mercato, pour moi, l'objectif numéro 1, c'est garder Talbi. Et il va avoir des offres. Je suis sûr qu'il en a déjà. Oui, non, c'est sûr. Mais dans le top des équipes qu'il y a devant nous, il a sa place à peu près partout dans le PSG, parce que bon. Mais je pense qu'il a sa place à peu près partout, hein, je réfléchis comme ça. Je vois pas une équipe où il n'a pas sa place, quoi. Et c'est pour parler que du championnat de France. Oui, totalement, il est titulaire partout. Est-ce qu'on le retrouvera à Bournemouth en août? Ou à Nice. Oui, c'est vrai, Nice aussi. Donc voilà, Montassar Talbi, Tavarne d'Or 2023. Un Tavarne d'Or amplement mérité. Laurent Abergel ne fera pas le hat-trick. Abergel qui a été pénalisé par la blessure, qu'il a tenu éloigné des terrains longtemps. Et puis, bon, alors on va pas faire du foot fiction, ça il sert à rien. Il a même voté Talbi. Hein. Oui, Laurent Abergel a voté Talbi sur. Oui, c'est vrai qu'on peut trahir les votes, on n'est pas ça près. Laurent Abergel a voté Talbi. Julien Laporte avait voté Julien Laporte aussi pour meilleur joueur de la. Je plaisante évidemment. Voilà pour les trophées de la Tavarne d'Or qui seront publiés sur les réseaux sociaux très rapidement, et avec remise du trophée de la Tavarne d'Or pour Montassar Talbi en main propre en fin de saison. On va essayer de faire mieux que sur le parking devant un magasin de merguez, le KRF cette saison. Parce que l'an dernier, ça faisait un peu. Vous vous rappelez, ils en avaient remis la Tavarne d'Or. Laurent Abergel, il avait le bras cassé là. C'était face à la friterie ou au magasin de merguez du Moustoir. C'était pas la hauteur du prestige du trophée. Cette année, on va faire mieux. On vous en dit pas plus. On va essayer. On va essayer de faire mieux. On dit toujours qu'on réserve des trucs, mais là, pour le coup, on devrait faire mieux. Mais voilà, Tavarne d'Or rondement mené, vivement l'année prochaine. D'ici là, non, on a les questions de nos auditeurs. Pardon, j'allais rendre l'antenne, j'allais raccrocher, laisser les gens vaquer à leurs occupations. Mais on a les questions de nos auditeurs, Pierrot. Avec le micro, c'est mieux. Et voilà, Pierrot, on va mettre le micro. Excusez-moi. Première question de Gwenoa sur Twitter. Comment voyez-vous l'avenir avec Bill Foley? Bonne question. Est-ce qu'on réserverait pas ce développement pour le Twitch de débrief de fin de saison? Parce que ce qu'on peut dire, c'est que Bill Foley a une vision de son projet qui diffère de celle qu'a Loïc Ferry. Dans la communication? Oui, on n'est pas dans le sein des saints, hein, mais oui. Qu'entre ce que dit Bill Foley et ce qui peut se passer, même s'il passe à 40% de propriété FC Lorient, il est loin d'être majoritaire. Entre ce qu'il dit, ce qu'il veut faire et la réalité, il y a une marge, mais c'est clairement pas rassurant pour l'avenir.
Et puis après, oui, qu'il y ait une passerelle entre Lorient et Bournemouth. Bon, faut pas être naïf. On verra. Je sais pas si Lucas, ce que ça t'a inspiré cette dernière. Bah, on n'a pas plus d'informations que quand on avait pu débattre à la mi-saison, enfin en tout cas il y a quelques semaines, si ce n'est la sortie qu'il a fait dans la presse ces derniers jours, qui conforte un peu plus notre idée enfin en tout cas mon idée, qu'il n'y a pas les mêmes intentions des deux côtés, entre guillemets, parce que j'ai confiance en ce que peut dire Ferry tout de même. Donc c'est un peu le flou. J'ai confiance en le fait que il va y avoir un cap qui va être du fait qu'on a un coach qui est là pour avoir quand même pas les pleins pouvoirs, mais du pouvoir et qu'il y a quelque chose qui s'est installé. J'ai confiance en le fait que ça va jouer dans pas cet éloignement de Follet, mais qu'on garde le cap. Mais à long terme, il y a du risque pour moi. On en reparlera dans le Twitch de fin de saison. Bien évidemment, le 7 juin, rappelez-vous, mettez ça dans votre petit calendrier. On démarrera sur les coups de 21h, je pense. Pierrot. Question d'Enzo Merlu, T56. Fèvre est-il l'homme de la seconde partie de saison pour l'interrogation? Ah, top 3, je pense, au moins. Il a mis un petit peu de temps à se roder, et puis là, je pense qu'il exploite. Il a été repositionné aussi dans un système là qui lui va un petit peu mieux, et je trouve qu'aujourd'hui, il porte quand même l'attaque du FCL. Ouais, oui. Moi, je dis pas mobilité parce qu'on l'a vu pendant la saison, mais en tout cas, sur la progression, sur le fait qu'on c'était un peu dans le flou quand il est arrivé et qu'il a eu du mal à démarrer, comme tu dis, Raph, Fèvre est très intéressant. Ouais. J'ai 2-3 questions sur Carry. Se faire prêter Carry avec option d'achat ou transfert dès cet été pour remplacer Enzo Lefebvre? Bah, pour moi, on lui a pas donné assez de clés déjà pour qu'il veuille signer et on l'a pas fait assez jouer pour montrer qu'on est vraiment intéressé par le joueur. Donc, pour moi, il n'y aura pas d'achat. Après, il faut le convaincre, je pense, de pas. Mais il est pas prêté, genre, il lui reste pas un an de prêt ou je sais pas quoi. Si, 18 mois. Ouais, c'est ça. Si, mais apparemment, son entourage réfléchirait à d'autres options, puisqu'il y a d'autres clubs intéressés pour rompre le prêt. Lui aussi, il a l'air d'être entouré bien comme il faut. Il a l'air d'avoir un bon entourage bien merdique. Voilà. Les uns chassent les autres. Mais en tout cas, ouais, il a du ballon, le Carry. C'est ça. Puis voilà, il va avoir du mouvement au milieu de terrain cet été, donc il faut lui présenter un projet et dire ce qu'on attend de lui, et il aura plus d'ampleur l'année prochaine. Question de Sam Arjun. Quels seront selon vous les objectifs de la prochaine saison? Eh ben, se maintenir. Oui, il faut pas s'enflammer. Hein. L'objectif numéro 1 pour Lorient, ça restera toujours le maintien, je pense. À court terme. Quand je dis toujours, ça restera à court terme le maintien. Si on commence à dire on veut jouer l'Europe, je sais pas quoi. Non. Ligue 1 18, donc ça fait moins de points à prendre. Elle est belle celle-ci. Bah oui, non mais c'est vrai. Non mais Ligue 1 18, ça veut dire que tu as déjà 2 équipes en bois en moins. Moi j'ai envie de dire top 10. Objectif? Bon. T'as Le Havre qui va monter, t'as peut-être Bordeaux. Donc c'est des clubs. Enfin ouais, après ça c'est voilà. Mais dans une Ligue 1 à 18, autre chose que le maintien, ce serait voilà, le maintien. Pour moi, l'objectif c'est le maintien. Oui, de toute façon, ça reste l'objectif principal. Mais moi, je pense que l'année prochaine, tu peux continuer à viser un top 10. J'ai tellement hâte à mars de l'année prochaine et remettre Pierrot là quand on sera 17ème à la Ligue. Ouais, on peut viser le top 10. Sachant que top 10, t'es dans la deuxième partie de tableau, parce que pour être dans la première, il faudra être 9ème. Exactement. Ouh. Exactement. Ouais. Non, pour moi, top 10, c'est pas mal. Et dernière question par rapport de Jojo, Fofo, Garbage plus Makengo plus Dieng plus Mofi égale 45 millions.
Vente Mofi égale 25 catastrophes industrielles. Point d'interrogation. Arrêtez avec les catastrophes industrielles. Makengo, il est arrivé il y a 6 mois. Laissez-le tranquille, laissez-le s'adapter. Ensuite, il y a qui dans sa liste? Bon, Gervich. Bon. Gervich. D'ailleurs, je vais me renseigner. Vous savez comment on dit Adrien Gervich, ce que ça veut dire en autrichien? Ça veut dire Gaëtan Charbonnier, c'est marrant. Trop bon pour la Ligue 2, trop mauvais pour la Ligue 1. Gervich, il y avait qui encore dans la liste à Jojo Fofo là? Il y avait Dieng et Mofi. Sachant que Mofi a été vendu pour 35. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ok. Et Dieng, bah, c'est pareil. Dieng, il vient d'arriver. On va voir avec une préparation ce que ça va donner l'année prochaine. C'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt pour dire Makengo. Dieng, surtout pour Makengo, c'est trop tôt pour dire que c'est un échec. Il faut pas oublier les départs des joueurs qui t'ont rien coûté, genre Ouattara. Déjà, ouais. C'est le bilan comptable, Jojo. Qui compense un peu avec d'autres départs qui t'ont pas coûté grand-chose, quoi. C'est le bilan comptable du comptoir du Bronson, ça se sent. On reconnaît les experts, là, mais ouais. T'as vendu l'Orienté. Pareil, qui t'avait pas coûté cher. Bon, tu l'as pas vendu cher, tu me diras, mais t'as vendu Ouattara. Tu l'as bien vendu, je trouve. Oui, ça. Bah oui. Donc, ça. Et d'ailleurs, pardon, mais on parle de Wissa. Il arrive en janvier d'Ajaccio, au mercato d'hiver d'Ajaccio. Sa première moitié de saison, elle est catastrophique. Ben voilà. Sous l'endroit, il mettait pas un pied devant le train. Alors bon, voilà, c'est vrai qu'il n'était pas forcément aidé sur le banc de touche, mais sa première moitié de saison, elle est catastrophique, voilà. Donc attention, Mofi, pareil, début de première moitié de saison, c'est nul. Bon, moi, lui, il venait avec une prépa et tout, donc c'est un peu bizarre. Mais on tape beaucoup sur Bamba Dieng parce que c'est marrant, on va pas se mentir. Hein. Mais, c'est totalement marrant. Oui. C'est ça, mais bon, voilà, il vient d'arriver et tout. Puis s'il était bon, il serait pas parti de Marseille vers Lorient déjà. Donc voilà. S'il pouvait déjà remplacer Mofi, tu vois. Il serait pas parti, il n'aurait pas fait le voyage dans ce sens-là. Donc bon. C'est tout pour aujourd'hui, pour les questions. Il y avait une question de Sam Haro sur le Baudet. Quid de la réserve? Vont-ils se maintenir après leur exploit? Alors, Lucas, la question est pour toi. L'exploit, c'était les U19 nationaux. Pardon, oui, Sam Haro sur le Baudet, c'est un peu mélangé, visiblement. En fait, pour commencer par les U19 nationaux, donc ils perdaient 2-0, donc ils gagnent 4-3 face à Brest dans un match. 4 buts en 10 minutes. Et donc, ils sont maintenus parce que voilà, ils sortent de la zone des potentiels relégués. Il y avait le meilleur 11e, je crois que Spiro, tu m'avais dit ça. Mais maintenant, ils sont hors de cette zone, donc ils sont totalement sauvés. Le championnat est terminé. Donc voilà, c'est première année en U19 nationaux, ils sont maintenus. Pour la N2, ça jouait pas ce week-end. Il y a eu 2 nuls de suite, il me semble. Pour l'instant, ils se sauvent. Mal. Comment? Surtout le nul à Andrézieux qui fait mal. Ouais, totalement. Et il y a eu le nul face au Stade Bordelais il y a quelques semaines aussi, ou il y a 2-3 semaines, où on prend le but dans les derniers instants. Là, c'est un peu le même scénario aussi. Donc, c'est là, les tu points de prends perte. à 88e, sachant que si tu gagnais contre Andrézieux, tu avais quasi mathématiquement assuré ton maintien. Quoi. C'est ça. Donc là, il n'y a qu'un point d'écart. Sachant que là, on va jouer Bourges, qui est 7e, mais pas maintenu. Pas encore maintenu, donc pas un match facile. Et un dernier match ensuite, j'ai pas le calendrier en tête. Donc voilà, pas sauvé encore. Ils ont leur destin entre leurs mains, mais si vous avez rien à faire, si vous n'allez pas à Clermont samedi, vous pouvez aller à Quimperlé à 18h. La B jouera sa survie en N2. Merci Lucas pour ce petit point sur la réserve. C'est vrai que cette année, on n'a pas beaucoup parlé, mais entre les problèmes de diffusion et ton emploi des temps qui évolue, c'est peut-être moins facile. Mais on essaiera d'en parler dans le Twitch de fin de saison. On fera un petit débrief de ça également. Voilà, on va vous laisser. C'est la fin de cet épisode. On vous remercie énormément de nous avoir encore suivis, d'avoir participé. Vous avez été très très nombreux. J'ai plus le nombre de votants sur les réseaux sociaux pour les tavernes d'or, mais ça se chiffre en plusieurs centaines, donc ça fait extrêmement plaisir. On remercie encore une fois nos amis journalistes d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Merci à tous de nous suivre aussi nombreux sur les réseaux sociaux. On a passé les 2500 abonnés sur Twitter. C'est beau quand même, 2500 abonnés. On va voir si ça rapporte de la moula, mais voilà. Pour l'instant, ça ne sert à rien.
On va essayer de développer notre Insta, mais abonnez-vous sur Instagram. Tiens, allez, si vous nous écoutez, vous prenez le téléphone, voilà, prends ton téléphone, ouvre Instagram, voilà, la taverne, tu t'abonnes. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous connaissez, petite cloche, petit pouce en haut, vous lâchez un commentaire, ça fait toujours plaisir, on tâche d'y répondre. Vous nous écoutez sur vos plateformes, vous mettez des likes et vous vous abonnez. Bref, vous connaissez le délire. On se retrouve le 7 juin pour le débrief de fin de saison à retrouver en direct sur Twitch. Et dans la foulée, ce sera disponible sur vos plateformes préférées. Mais venez avec nous sur Twitch, on vous prendra dans le chat, on vous lira vos commentaires. Soyez bons, soyez créatifs. On va faire un truc très interactif. Retour du quiz, peut-être un quiz en direct. Ça dépend des moyens techniques. Mais en tout cas, on est sur le dos. Donc on se revoit le 7 juin à partir de 21h, peut-être 22h. On vous confirme ça très rapidement. Venez nombreux. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Salut.